Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. Alors, on voudrait d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette audition sur le thème donc, de l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière menée par l'État, diversité des acteurs, moyens déployés et portée des sanctions. Donc, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de notre Assemblée, dont nous sommes tous les deux membres, nous a désignés pour mener une mission d'évaluation de la politique publique de lutte contre la délinquance financière à la demande de mon groupe parlementaire, à savoir celui de la France insoumise. Nous avons souhaité commencer nos travaux en entendant des experts, notamment les principales organisations non gouvernementales qui ont travaillé sur le sujet, afin de dresser finalement un bilan de l'action menée et de nous aider à préciser notre feuille de route dans un contexte d'évolution rapide de la législation et des techniques auxquelles recourent les délinquants. Il nous importe notamment de savoir où doivent porter en priorité les efforts de la puissance publique, d'apprécier les moyens affectés à différents services pour mieux détecter et sanctionner les comportements délictueux préjudiciables aux finances publiques et au-delà à la société tout entière, évidemment. Donc, pour orienter nos travaux, nous vous accueillons aujourd'hui donc Monsieur Jacques Rigaudia, économiste et représentant de la Fondation Copernic, qui met l'expertise de ses membres au service de la lutte contre les inégalités, et Monsieur Damien Falco, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse-Capitole, auteur d'une thèse « La fraude à la TVA », distinguée par le prix des éditions Dalloz. Nous allons laisser à chacun la parole pendant 10-15 minutes environ pour présenter l'appréciation que vous portez sur la lutte contre la délinquance financière menée par les autorités françaises, après quoi nous passerons à un échange et des questions-réponses. Je ne sais pas si tu souhaites avoir la parole. Ok, bon, on peut y aller. Vous avez la parole. Il faut appuyer sur le petit bouton du micro, parce que comme c'est filmé et enregistré, il faut qu'on puisse vous entendre. Je crois que c'est bon. Je souhaite vous remercier tout d'abord pour l'invitation et merci d'entreprendre un tel travail relatif à l'efficacité de la lutte contre la délinquance fiscale menée par l'État à travers les acteurs, les moyens et les actions. Un petit mot tout d'abord pour présenter mon domaine d'intervention, puisque, comme vous l'avez dit, je travaille sur un domaine précis de la délinquance financière, à savoir la fraude à la TVA. Premier point, qu'est-ce que la fraude à la TVA? Il s'agit de tous les comportements intentionnels qui produisent des pertes en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Donc on a des formes variées. On connaît tous la fraude carrousel, qui a produit des pertes importantes sur le marché CO2, sur le quota carbone. Mais on a une multitude d'autres comportements illicites que l'on retrouve soit en interne, soit avec des montages internationaux. Je pense notamment à la fausse facturation. Je pense également à l'utilisation des logiciels permissifs, à l'absence de déclaration des opérations imposables, et également à l'abus de droit que l'on retrouve en matière de TVA. Et pour les montages internationaux, je peux citer par exemple la fraude aux véhicules d'occasion, également appelée la fraude sur la marge, la fausse livraison intracommunautaire ou le régime douanier 42. Donc il y a une multitude de comportements et peut-être des comportements que l'on retrouve dans toute la délinquance financière. Par exemple les fausses facturations ou l'abus de droit. Nous sommes donc dans un domaine précis, mais dans lequel on retrouve une multitude de comportements bien distincts. Et il s'agit d'un sujet particulièrement problématique, car on ne sait pas lutter contre la fraude à la TVA. Et on ne sait pas lutter contre la fraude à la TVA malgré l'importance des moyens qui sont déployés. Puisqu'il faut le préciser, il existe une réelle volonté politique depuis plusieurs années de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, une question finalement, comment se fait-il que malgré les moyens qui sont mis en œuvre, la fraude soit si importante? Je rappelle les montants de la fraude. Le dernier rapport de la Commission européenne a été rendu le 11 septembre 2018 et fait état de 147 milliards d'euros de pertes dans l'Union européenne et 20 milliards que pour la France. Et ce chiffre, pour la France, est finalement relativement stable depuis 2012, puisque le rapport met en avant, donc il dresse les pertes depuis 2012. Et on est passé, donc en 2012, on était à 22 milliards, on est passé à 19 milliards pour 2013, 21 milliards ensuite pour 2014, 19 milliards et 20 milliards. Donc finalement, en 5 ans, on est resté dans une fourchette entre 19 et 22 milliards d'euros de pertes. Donc avec de tels montants, il est évident que l'action qui est menée par l'État n'est pas satisfaisante. Et dans un premier temps,
on s'est rendu compte que la lutte contre la fraude devait passer par une adaptation de la procédure fiscale aux caractéristiques de la fraude à la TVA. Car finalement, ce sont ces caractéristiques qui vont guider l'action étatique et l'action législative. Donc les autorités ont renforcé les moyens à disposition de l'administration à travers deux axes principalement. Le renforcement des interventions avant l'expiration de la période déclarative et le renforcement des contrôles inopinés. Autrement dit, il faut agir vite et il faut agir sans prévenir pour combattre les fraudes les plus graves. Mais on peut dire qu'au-delà de la procédure fiscale, il y a eu des évolutions qui vont bien au-delà. Je pense notamment à la création d'une police fiscale. Donc on avait la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale qui a été mise en œuvre, qui a été instaurée il y a quelques années. Elle a un domaine qui lui permettrait d'intervenir en matière de fausse facturation, donc en matière de TVA. Et malgré cela, la Brigade nationale d'intervention de la délinquance fiscale n'intervient pas dans le domaine de la TVA. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Il y a donc la création d'une nouvelle police fiscale. J'espère qu'elle pourra, dans son domaine d'action, elle pourra intervenir dans ce domaine-là. On a eu une aggravation des sanctions, notamment pour le délit de fraude fiscale. Cette aggravation était indispensable, puisque comme le soulignait Aline Robert dans son ouvrage, la fraude était, il y a quelques années, attractive pour les délinquants. Il était plus avantageux pour le délinquant de frauder la TVA, puisqu'il allait empocher plus d'argent et il allait risquer des peines inférieures, finalement, que les autres délits que l'on peut retrouver dans la délinquance traditionnelle. On a également créé un délit spécifique de fraude fiscale aggravée, lorsque la fraude était commise en bande organisée. On parle également, ça a été adopté d'ailleurs, de la suppression du verrou de Bercy, qui permettrait de poursuivre plus facilement les fraudeurs. Sur cet élément, à mon sens, la portée sera limitée pour les fraudes à la TVA les plus graves. Et elle sera limitée dans la mesure où il existe deux fondements possibles pour poursuivre la fraude à la TVA, soit le délit de fraude fiscale, soit le délit d'escroquerie à la TVA. Délit d'escroquerie qui nécessite des manœuvres frauduleuses. Or, dans tous les cas de fraude à la TVA internationale, on retrouve ces manœuvres frauduleuses qui permettent de passer par l'escroquerie. Donc déjà, actuellement, les tribunaux passent par l'escroquerie, donc on évite de passer devant la commission des infractions fiscales. Donc il n'y a pas de verrou de Bercy. Quelles sont les raisons finalement de la limite de ces actions? Il y en a deux principalement. La première ne me concerne pas directement, donc je vais être plutôt bref. C'est le cadre juridique qui limite l'action des acteurs, puisque le domaine d'action des autorités est limité territorialement. Comment contrôler une transaction internationale? Comment savoir si l'opérateur belge déclare le même montant de TVA que l'opérateur français? Comment savoir si la marchandise est bien arrivée en Belgique? Actuellement, on doit passer par l'assistance administrative internationale qui prend plusieurs mois. Or, dans les fraudes à la TVA internationale, souvent, ces montages reposent sur des sociétés éphémères qui disparaissent très vite. Donc, le temps de faire une demande, c'est souvent trop tard. La deuxième raison, qui concerne donc davantage votre étude, c'est qu'il est illusoire d'espérer combattre une fraude qui repose sur des sociétés éphémères avec des moyens de détection a posteriori, c'est-à-dire une fois que la fraude a été mise en œuvre. Il s'avère donc nécessaire, à mon sens, de moderniser la gestion de la TVA. Et une nouvelle technologie s'y prête désormais, et je pense qu'il est possible de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude, en permettant soit à l'administration d'obtenir en temps réel les données relatives aux factures, donc on est dans l'idée de célérité ici, d'agir rapidement, soit en modernisant la gestion de la collecte de l'impôt en faisant intervenir un nouvel acteur. Donc il y aurait à mon sens deux axes de réforme. Concernant le premier, c'est finalement ce qu'on appelle la déclaration électronique des transactions. C'est un modèle qui est en place en Espagne depuis le 1er juillet 2017. En France, on a tenté de le mettre en œuvre dans la loi de finances pour 2017, mais le dispositif a été censuré, enfin les dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, et ce n'est pas le système en lui-même qui a été sanctionné, ce sont les amendes qui étaient liées au non-respect de la transmission automatique des factures. Puisque c'est une amende proportionnelle, non plafonnée, donc le Conseil constitutionnel a estimé que c'était disproportionné.
Donc il a censuré l'intégralité du dispositif. Le second axe d'étude qui me semble intéressant et peut-être plus ambitieux concerne ce qu'on appelle le paiement scindé. Le paiement scindé. L'idée, ou plutôt la question, c'est de savoir pourquoi on continue à confier la collecte de l'impôt aux entreprises qui sont les fraudeurs. Le fraudeur, finalement, est la personne à laquelle on confie la collecte de l'impôt qui rapporte le plus aux caisses de l'État. Donc on parle des acteurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer un nouvel acteur ici? En l'espèce, ça serait les banques qui, à chaque transaction, scinderaient le paiement en deux. D'un côté, il ferait le versement du prix hors taxe à l'acheteur, et de l'autre côté, il verserait directement la TVA à l'administration fiscale. Ce système a été mis en place dans plusieurs États, et il est encore en place. Il a été mis en place en Bulgarie avant 2007, avant que la Bulgarie n'intègre l'Union européenne, puisque lorsque la Bulgarie a intégré l'Union européenne, elle a dû se conformer au système qui était en vigueur dans l'Union européenne. Il est en place depuis 2018 en Roumanie, en Pologne. Il est en place en Italie également, mais il est limité au secteur public. Et la Commission des finances du Sénat avait proposé d'instaurer ce système pour les paiements sur Internet, pour les paiements dématérialisés en ligne, dans un rapport de 2015, et elle appelait le prélèvement à la source de la TVA. Pour terminer, je souhaiterais ajouter qu'il est possible, à mon sens, et pour avoir une portée plus large, de combiner les deux systèmes, en mettant en place donc une déclaration électronique des achats avec le modèle de paiement scindé, de sorte que l'administration aurait la possibilité de valider au préalable le paiement scindé qui serait effectué par les banques. Donc c'est à travers ces différentes modernisations que je vois l'évolution de la lutte contre la fraude dans le domaine. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous passe la parole, Monsieur Rigodia. Remercier le CEC en votre personne pour cette invitation faite, en tous les cas, à Copernic. Je crois que c'est une première, si je ne me trompe. Donc, j'inaugure en tant que Copernic. J'ai d'autres rapports que le CEC dans mes activités professionnelles antérieures. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je ne vous étonnerai pas, je pense, en mettant un petit peu de quelques éléments préalables avant de venir au sujet lui-même plus techniquement. Quand on m'a transmis cette invitation, je me suis interrogé d'abord sur le terme même de votre mission, lutte contre la délinquance financière. Je pense qu'il y a une ambiguïté sur le terme délinquant, en tous les cas par rapport à ce que nous en dit le dictionnaire et l'étymologie du mot. Je vais prendre un exemple simple. Je suis une banque d'origine hongkongaise, au hasard. Je viens de signer une CPIJ. J'ai versé un chèque de 300 millions d'euros. Suis-je un délinquant financier? C'est une question qui peut se poser. Je suis une société, puisque j'ai eu à connaître ça de près, de transport aérien sur des aéronefs à voilure tournante. J'ai mon activité uniquement sur l'aéroport parisien d'Issy-les-Moulineaux. Mais mon siège est dans une île anglo-normande. Et mes contrats sont tous de droit anglo-normand, mes contrats de travail. Suis-je un délinquant financier à cet endroit? Et je pourrais multiplier les exemples. Je crains que le terme même de délinquance qui implique une culpabilité ou une possibilité de culpabilité, je pense évidemment à l'optimisation fiscale, à l'évasion, qui ne sont pas des faits avérés de délinquance, que cet intitulé donc de délinquance financière ne vous restreigne, peut-être excessivement, mais c'est vous qui voyez, dans vos investigations. C'est la première interrogation que je me suis faite. Et si je dis ça, c'est parce que, alors, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de documenter mon intervention.
Le premier point que je voudrais indiquer, c'est quand même que nous sommes dans un moment un peu particulier où la concurrence fiscale, et essentiellement la concurrence fiscale par la baisse de l'impôt sur les sociétés, quelle qu'en soit la forme, baisse de cotisation, comme on vient de le voir, ou on va le voir avec le CICE transformant un crédit d'impôt en cotise, ou sur l'IS lui-même, puisque Monsieur le Président des États-Unis projette ou a baissé l'impôt sur l'IS à 20%, pardon, et que le projet français est de baisser à terme à 25%, mais c'est une pratique, la concurrence appelle la concurrence, et donc le mieux-disant, si j'ose dire, en la matière. Il se trouve qu'en 20 ans, depuis 1998, le taux d'imposition des profits des entreprises a chuté de 14 points. Il est passé de 41 points à 27 points, d'après les sources OCDE. Et je cite là une note de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. J'y reviendrai. Donc on est quand même dans un moment un peu particulier. Et ce n'est pas sans rapport, loin de là, avec votre objet, parce que là, si je me réfère à un vieux rapport, alors pour le coup, le rapport Cotis-Champsaur, que j'aime beaucoup citer, c'est un rapport fait au président de la République en 2010, sauf erreur de ma part. Vous savez, c'est des travaux préparatoires préalables au TSCG, au traité sur, je ne sais plus quoi, la convergence et la gouvernance dans l'Union, qui a été validé en fin juin 2012 et voté par l'Assemblée, je crois, en octobre 2012. Le rapport Cotis-Champsaur, donc deux anciens ou actuels à l'époque directeurs de l'INSEE, donc des gens fort respectables. Voilà ce qu'il nous disait. En l'absence de baisse de prélèvement, la dette publique serait d'environ 20 points de PIB plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'est en réalité, générant ainsi une économie annuelle de charges d'intérêt de 0,5 points de PIB en 10 ans, 400 milliards d'euros de recettes fiscales perdues. C'est le rapport Champsaur-Cotis. C'est un rapport de 2010. Ça serait intéressant de réactualiser ce constat. Alors, je pense vraiment qu'il y a là un vrai sujet, et si je citais Artus, c'est moins parce qu'il a chiffré, enfin, il a utilisé les données de l'OCDE, c'est parce qu'il a écrit un petit papier, un flash économie de fin août 2018, qui s'appelle « Les évolutions inexorables des économies créent le malaise social ». L'intensification de la concurrence fiscale salariale avec pour objet de conserver une industrie de grande taille dans un contexte global de désindustrialisation, l'impossibilité d'accroître les dépenses publiques avec la concurrence fiscale et la croissance potentielle faible, tout ça, il est clair que toutes ces évolutions conduisent à la montée du malaise social dans les pays de l'OCDE. Bon, c'est un propos un peu général, mais on voit bien comment il s'applique, ou il peut s'appliquer à notre beau pays, à notre cher et beau pays. Et je dirais que l'actualité récente ou plus lointaine fait que de B comme Balkany à W comme Wildenstein, en passant par C comme Cahuzac, et je m'arrête là parce que tous les noms ont été évidemment sur la place publique. Ce contexte général et ces faits particuliers entraînent un vrai sujet de défiance envers certaines formes de démocratie. Il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait que nous en subissions quelques conséquences politiques. Donc c'est ce contexte-là dans lequel je voulais d'abord replacer mon propos, parce que je pense qu'il ne donne que plus d'importance à la mission qui est la vôtre et à l'attention qu'il faudrait que vous portiez au champ de vos investigations, à travers votre intitulé. Vous ne pouvez pas, me semble-t-il, laisser de côté les éléments qui conduisent à de l'évasion, à de l'optimisation fiscale, parce qu'on en sait tous, ou on croit en savoir tous, les montants assez faramineux au regard des difficultés pécuniaires de l'État, qu'il soit français ou qu'il soit d'autres membres de l'Union européenne. Bon. Alors, la situation de la lutte contre la délinquance financière. Je me suis... et je vous passe, pardon, parce qu'il faudra y revenir tout à l'heure, mais le dernier rapport économique du FMI, donc, qui est sorti, qui a été mis en ligne il y a 10 jours, je crois qu'il est sorti le 8 octobre, a un petit encadré très intéressant sur la puissance de marché des entreprises
qui constitue pour le FMI de plus en plus un motif de préoccupation et un sujet de débat public. Ça explique plusieurs tendances étonnantes et souvent inquiétantes observées dans les pays avancés depuis 2 décennies. Baisse de l'investissement sur fond d'augmentation des bénéfices. Voilà. Je n'y vais pas, mais on voit bien qu'il y a là de l'argent flottant. En tous les cas, suffisamment flottant et massivement flottant pour que le FMI s'en inquiète, qui évidemment est un objet d'optimisation fiscale. Et optimisation fiscale du côté des capitaux flottants, ça veut dire évidemment concurrence fiscale accrue pour les États. Bon. Donc c'est toujours dans ce contexte-là. Alors, donc j'en viens vraiment à notre sujet directement, plus techniquement maintenant. Moi, j'ai un petit problème qui est sur les résultats. Car les ministres passent et disent à peu près tous la même chose, qu'on retrouve dans les propos que je vais citer. Concernant la fraude fiscale, les opérations de contrôle ont permis d'identifier 19 milliards, je parle là pour 2016, 19 milliards 5 droits et pénalités, montant légèrement supérieur à celui de 2014, 19 milliards 3, mais moins qu'en 2015, année exceptionnelle, 21 milliards 2. Ça, c'est ce qui est annoncé régulièrement par les ministres. Ça tourne autour des 20 milliards de fraude fiscale révélée. Le petit problème, c'est que quand vous consultez les résultats, et là je me réfère au rapport 2017 de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale, vous obtenez pour 2016 5 milliards 315 pour ce qui concerne la fraude détectée dans les domaines fiscal et douaniers, 4 milliards 9 pour la DGFIP et 415 millions pour la DGDDI, auxquels s'ajoutent 601 millions 04 pour ce qui concerne les prélèvements sociaux, donc ACOS, MSA et RSI. Bon, si vous faites le total, vous voyez bien que vous êtes aux alentours de 6 milliards, loin des 20 milliards détectés. C'est-à-dire que de la coupe détection aux lèvres, réintégration de l'argent dans les caisses de l'État, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et il faut quand même essayer de s'y retrouver un petit peu dans tout ça et ne pas croire tous les propos qui sont tenus, optimistes, qui sont tenus sur ce propos. J'ajoute que ce sont des résultats à estimer, donc à évaluer de plus près, mais à comparer à quoi nul ne le sait véritablement. En mon temps, j'avais compilé des rapports du comité des prélèvements obligatoires sur lesquels je reviendrai. J'avais mis la fraude, l'évasion et les niches fiscales. Donc, ce n'est pas vraiment pertinent par rapport à votre objet. J'étais aux alentours de 250 milliards. Je l'ai écrit et publié à plusieurs reprises. Mais s'agissant de fraude fiscale et sociale, il ne faut jamais oublier fraude aux prélèvements sociaux, le PNF, Madame Houlette, cite le chiffre de 60 à 80 milliards. Et mes amis, que j'ai tendance à croire parce que Gérard Gourguechon est un expert, je crois qu'on peut reconnaître en la matière, donc mes amis de Sud Finance, Sud Impôt, estiment plutôt aux alentours de 100 milliards. Bon, je n'y insiste pas, mais enfin, on est quelque part entre 60 et 100 milliards. Et je pense vraiment que si Sud Impôt dit 100 milliards, c'est qu'il y a quelques éléments de véracité là-dessus, mais s'agissant de fraude, on est bien sûr dans le bleu le plus absolu. Mais c'est dire à la fois le montant, et je parle fraude, pas évasion, pas optimisation, fraude, à comparer donc aux 6 milliards de rentrées que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien le hiatus potentiel, virtuel, supposé que l'on peut avoir. Bon. C'est quand même là-dessus qu'il faut s'interroger. Donc ça supposerait peut-être, puisqu'on est là pour un peu en amont de vos propres travaux, quand même de préciser un petit peu le montant, le niveau, la nature de ces fraudes ou de ces éléments, en tous les cas, de délinquance financière.
Alors, j'en viens au service. Moi, un truc, c'est le rapport d'activité du PNF, hein, le dernier rapport d'activité. Donc, rapport d'activité qui est sorti, je ne sais plus quand, en janvier ou février ou avril 2018. Donc, c'est un rapport 2007. Et on y lit ceci, entre autres. 6 services d'enquête principaux sont sollicités par le PNF, hein, l'Office central de lutte contre la corruption, etc. etc. Bon, si j'ai bien compris, vous les auditionnez tout à l'heure. Donc, l'OCLIF, créé en octobre 2013. L'Office central pour la répression de la grande délinquance, OCRGDF. La police judiciaire, la préfecture de police de Paris, avec la brigade financière, la brigade de répression de la délinquance économique. S'ajoute à ça le service national de douane judiciaire SNDJ, plus la gendarmerie nationale et les SRPJ. Bon. Vous avez déjà, rien que comme interlocuteur et bras presque armés du PNJ, du PNF, pardon, vous avez au moins 6 services. Mais en lisant ça, moi, je me suis, si j'ose dire, amusé. Il se trouve que mon dernier travail en tant que magistrat de l'ordre administratif financier a été fait pour le CEC. C'était un travail que nous avons fait à la Cour sur les jeux, la régulation des jeux, et je m'occupais des casinos. Et donc, j'ai eu à rencontrer le SCCJ, le service central des courses et des jeux. Mais il ne faut pas oublier par ailleurs la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Il ne faut surtout pas oublier le nouveau service, alors je ne sais pas si vous l'avez voté, je ne sais pas où en est la loi, mais enfin, le nouveau service propre à Bercy, parce qu'évidemment, Bercy n'était pas extrêmement content de voir à l'intérieur se créer un service de lutte contre la fraude fiscale, et n'a eu de cesse, alors surtout en lâchant le verrou de Bercy, de créer son propre service, ce que l'Assemblée nationale a fait ou s'apprête, me semble-t-il, à faire. Donc vous avez déjà un paysage un petit peu compliqué, disons, ce n'est pas vraiment un jardin à la française. Et puis, si je poursuis la note du PNF, parle de Tracfin, les notes d'information de Tracfin. Très bien, donc nous sortons, je dirais, de la police franco-française, intérieure Bercy et douane, enfin DGFIP et douane. Alors là, moi, je rajoute à Tracfin, j'ajoute l'AMF, bien évidemment, l'autorité des marchés financiers, surtout qu'il y a eu des problèmes de non-bis in idem et de constitutionnalité et des interventions des uns et des autres. L'agence de contrôle prudentiel pour les banques. Évidemment, je n'oublie pas, puisque j'ai travaillé sur les jeux, mes amis de l'Argel. L'autorité de régulation, donc c'est pas agence, c'est l'autorité de contrôle prudentiel, autorité de régulation des jeux en ligne, car les jeux en ligne sont un problème en soi, mais bon, je ne vais pas ici le développer. Comme je me suis occupé des casinos, je n'oublie pas la sous-direction des jeux du ministère de l'Intérieur. Bon, je n'ai pas fait, et bien sûr, travail illégal, l'inspection du travail, cher Jacques Maire, quand même pas oublier nos amis inspecteurs du travail. Bon, de moins en moins, un jardin à la française, et je ne vous parle pas évidemment des coordinations internationales avec l'Europe, puisqu'on évoquait tout à l'heure ce qui est sorti ce matin sur la fraude à la taxe sur les dividendes. Donc il y a un problème, je dirais, d'établir la cartographie quand même. Il y a une interrogation à avoir sur la multiplication. Il ne s'agit pas de tout réduire à une seule tête, car je pense qu'on est là un certain nombre à avoir un peu d'expérience administrative. Quand vous créez un service, évidemment, il a son champ, il a ses systèmes d'information, ses bases de données, ses informations, ses informateurs, ses réseaux. Il n'est pas vraiment enclin à lâcher à ses petits camarades. Donc il y a des problèmes de double emploi, de zones obscures, de coordination. Je pense qu'il y a là un sujet organisationnel en soi qui est quand même un petit peu préoccupant. Voilà sur la complexité de l'organisation.
Sur maintenant les moyens. Sur les moyens. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que disait mon voisin tout à l'heure sur la TVA. Moi, j'ai sorti là un travail, alors, comité des prélèvements obligatoires, conseil des prélèvements obligatoires, qui est une instance dépendant de la Cour des comptes, hein, qui est une instance intéressante, et qui a fait qui a fait un travail en tous les cas sur la TVA. Alors la TVA, je rappelle, c'est 140 milliards, grosso modo, 140, je sais pas, j'ai pas actualisé, mais enfin, c'est entre 140 et 150 milliards aujourd'hui. C'est plus de 50% des recettes de l'État. Alors, je disais tout à l'heure, on ne sait pas où on en est. À l'époque, donc c'était un travail qui est sorti en 2013, je crois, 14. Les estimations variaient entre 7 milliards, estimation des GFIP en 2008, et 29 milliards 6, estimation Commission européenne, ce que vous citiez tout à l'heure, pour 2005. Donc, ce ne sont pas les mêmes années, mais on est dans un rapport entre 8, on va dire, 8 et 30. Bon, c'est quand même un petit sujet, et le malheureux rapporteur du comité des prélèvements obligatoires, lui, s'est pas trop fatigué. Il a pris l'estimation des GFIP de 2008, il a fait une règle de 3 sur la masse de TVA pour aboutir à 13 milliards estimés de fraude fiscale TVA. Mais c'est une règle de 3, il n'y a pas besoin de faire un gros travail d'enquête pour aboutir à ça. Et si je regarde donc le montant de la fraude et si je regarde ce que la répression de la fraude a rapporté, je vois là 2 927 384 523, puisqu'évidemment on chiffre ça à l'euro près. Hein. Donc vous voyez le résultat, 2,9 milliards, un petit 3 milliards, comparé à on ne sait pas quoi, quelque chose entre 8 et 30. Sans doute. Sans doute. Bon. Donc il y a quand même un sujet quand même, parce que ensuite, comment voulez-vous choisir, cibler, si vous ne savez pas quelle est l'ampleur de la fraude et où les facteurs de fraude se situent? Alors ce n'est pas simplement le fait de savoir si c'est 8 ou 30. C'est quand vous chiffrez 30, c'est que vous présumez que quelque part, il y a des fuites importantes. Et donc, c'est plus facile ensuite de cibler l'action des services. Donc, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un chiffre, c'est pour avoir une connaissance des lieux de fuite. Une meilleure connaissance, une moindre méconnaissance, dirais-je. Et donc, permettant de mieux cibler l'action des services de l'État. Alors, sur les moyens, donc j'ai vu la complexité du les moyens pour quel objectif? Je voudrais maintenant en venir, je m'arrêterai là parce que j'ai encore d'autres choses après, mais dans le débat, sur des moyens insuffisants et mal coordonnés. Bah, là, je pense que vous pourriez utilement, ou vos assistants pourraient utilement s'inspirer des travaux qui ont été faits dans le passé, je dirais par la Cour des comptes, pardonnez-moi, mais c'est un peu mon tropisme, vous le comprendrez, ou le Conseil des prélèvements obligatoires. Il y a donc ce travail sur la TVA qui est de juin 2015, en fait. Hein, mais tout ça est sur le site de la Cour, il n'y a pas de sujet. Je vais simplement vous lire ce que j'ai surligné dans le sommaire du rapport. C'est un rapport particulier sur la gestion de l'impôt et la fraude à la TVA. Les résultats financiers du contrôle fiscal en matière de TVA stagnent depuis une dizaine d'années. C'est donc un rapport fait en 2015. Hein. La TVA demeure sous-représentée dans les résultats du contrôle fiscal. Les taux bruts de recouvrement de la TVA éludée se dégradent sur la période 2010-2013 et représentent moins du tiers des droits rappelés. Les plaintes pour fraude à la TVA connaissent une diminution sur la période 2010-2013. Les résultats obtenus par la DGDDI en matière de contrôle de la TVA demeurent marginaux. La DGFIP rencontre des difficultés pour programmer des contrôles exclusivement centrés sur la TVA. La DGFIP et la DGDDI doivent accroître l'efficacité du processus de sélection des dossiers. L'amplification de la coopération entre les services, tant au niveau national qu'européen, est un axe essentiel pour mieux lutter contre la fraude à la TVA, etc., etc.
Donc là, j'étais sur le territoire de mon voisin. Alors, j'ai essayé de trouver des choses plus larges, plus générales, et je suis tombé sur un contrôle, un rapport du CPO qui s'appelle la fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, en plein dans votre objet. Le seul problème, c'est qu'il date de mars 2007. Donc sa publication en mars 2007, c'est vous dire que les chiffres datent un petit peu, mais là aussi, je vais simplement vous dire, parce que c'est autant, me semble-t-il, de pistes de travail éventuelles pour vous, si je puis me permettre de vous les suggérer. Dans la sphère fiscale, une part importante des montants redressés n'est en fait pas récupérée par l'État. Hein, l'histoire de tout à l'heure, on était à 20 milliards annoncés, un peu plus de 6 milliards récupérés. Il faudrait vérifier que dans le temps, la chronologie de ce qui est repéré finit un jour par arriver dans les caisses de l'État ou s'évapore quelque part, je ne sais pas où. Les difficultés, je vous rassure, se retrouvent dans la sphère sociale. Donc, qu'il s'agisse de la fiscalité d'État ou des prélèvements sociaux pour les différents régimes, on est dans la même difficulté. Les travaux d'estimation de la fraude sont balbutiants. Alors, c'est en 2007, et en tout état de cause imprécis. Les évaluations disponibles pour la France sont disparates. Le système de prélèvement obligatoire français est confronté au développement de certains types de fraudes liées aux évolutions économiques et technologiques. Le travail dissimulé est une forme de fraude aux prélèvements obligatoires. Moi, je ne peux qu'insister, évidemment, cher Jacques Maire, sur ce sujet. Et l'ouverture, mais enfin, c'est une quasi-banalité, des frontières offre de nouvelles opportunités pour les fraudeurs. Problème du contrôle des comptabilités informatiques. Je vous laisse conclure, parce que si on veut avoir un petit échange, comme le dit ce suivant est à 16h, de toute façon, on pourra échanger des documents par écrit, évidemment. Oui. Hein. Non, mais c'est pour vous dire quand même qu'il y a un background que vous pourriez utiliser, sur lequel, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pourriez demander à un certain nombre d'experts de faire le point, voir quelles sont les évolutions. Parce que, encore une fois, c'est du 2007, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais vous pourriez quand même, là, faire un point utile, me semble-t-il. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'essentiel, sauf qu'il y a quand même un dernier point, pardonnez-moi. Non, mais là, plus précisément, mais pareil, je vous renvoie au document lui-même. Donc, mes mêmes amis de tout à l'heure de Sud Impôts se livrent régulièrement un petit état des contrôles fiscaux. Je vous lis brièvement. Hein, de manière chiffrée, on constate, donc ça date de septembre 2018, ça. En moyenne, en matière d'IS, le taux de couverture du CFE, c'est-à-dire le contrôle fiscal externe, ils vont sur place faire le contrôle, est passé de 3,17 en 2008 à 2% en 2016, et de 7,16% en 2008 à 3,7% en 2016 en matière de contrôle sur pièce, donc en bureau. Donc, les chiffres se dégradent en termes... Après, il faut regarder ce que ça signifie. Ce n'est pas parce qu'on fait moins de contrôles qu'on récupère, peut-être qu'ils sont plus ciblés, etc. Mais en tous les cas, objectivement, si vous regardez les chiffres, en tous les cas de la direction de la DGFiP, les chiffres de contrôle diminuent, et diminuent dans des proportions... Enfin, vous pouvez facilement vous procurer ces données qui sont publiques et qui sont sur le site de Sud Impôts. Vous pourriez faire éventuellement expertiser. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'en matière de lutte, l'organisation des services, les moyens services, les procédures sont tout à fait, sans doute, à revoir de près. Donc il y a un problème de connaissance, un problème d'organisation et des moyens, et enfin un problème de posture, je pense, de nos services pour faire face au nouveau paysage international, informatisé. Pour avoir vu d'un peu près les problèmes de jeux en ligne, c'est quand même assez étonnant. Et évidemment, il faut se redéployer, il faut que l'appareil d'État se redéploie par rapport à ces nouvelles difficultés. Quant aux propositions qu'on pourrait faire, on en sera amené à en débattre, mais je pense que... laisser entendre, vous pourriez peut-être vous appuyer un peu plus sur la Cour des comptes et le CPO pour faire des travaux en la matière, ou leur demander pour l'avenir des travaux en la matière. Et je me suis amusé, et j'en terminerai là, hier à compter le nombre de jaunes budgétaires. Vous avez à votre disposition 29 jaunes budgétaires.
en rajouter un 30e destiné à faire le point chaque année sur la fraude fiscale, ou un objet à revoir compte tenu du périmètre, ne serait pas forcément inadapté, mais à condition, pardonnez-moi, et j'en termine vraiment là, qu'il permette un véritable débat quelque part, qu'il ne soit pas simplement le bilan évidemment éminemment positif qui est dressé par des administrations par ailleurs fortement concurrentes. Je vous remercie. Merci. Moi, j'ai quelques questions vraiment assez brèves, notamment à vous, Monsieur Falco, sur la TVA. Vous proposez de mettre deux dispositifs, le paiement scindé et les déclarations électroniques des achats. Est-ce que vous avez fait des comparaisons internationales, enfin, vous vous basez sur le fait que ça soit mis en œuvre dans un certain nombre de pays? Est-ce que ils ont autant de taux de TVA que nous? Est-ce que ça, c'est pas aussi un frein à la mise en place de ces systèmes-là? Quand même, il serait automatisé, la complexité du système de TVA. Est-ce que ça coûterait cher de le mettre en œuvre? Alors, vous allez peut-être me répondre que non, parce que ça va rapporter gros, au regard des plusieurs milliards d'euros qui nous échappent aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une question qui peut se poser. Et concernant vous, votre domaine sur la TVA, mais ça va peut-être recouper ce qui nous a été dit par Jacques Rigaudia, qui pensez-vous que l'on doit interroger dans le cadre de notre mission qui permettrait d'avoir des données plus précises? Et je vais élargir peut-être un peu le sujet. Alors évidemment, nous, on se pose sur les moyens mis en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Il y a un débat sur le périmètre de la délinquance. On l'a dans d'autres cadres, etc. Là, on a circonscrit la mission parce que de toute façon, nous n'avons pas des moyens illimités ni un temps illimité. Et c'est pour ça qu'on s'attache à la question des moyens et qu'on essaye de circonscrire le sujet, même si on voit bien qu'il peut y avoir des liens entre les différents sujets. Est-ce que vous pensez, Monsieur Rigaudia, que la superposition, enfin la démultiplication des acteurs qui sont censés lutter contre les délinquances financières, avec à la fois le prélèvement obligatoire, la fraude fiscale, mais il n'y a pas que ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi parce que la délinquance financière est protéiforme et que du coup cette organisation correspond aux différentes organisations? Ma question est évidemment provocatrice, mais c'est pour vous faire réagir sur ce point. Est-ce que vous pensez que notamment l'organisation des finances publiques, les moyens qui sont mis en œuvre sur le contrôle fiscal de base, et pas forcément le contrôle fiscal sur les grandes entreprises ou les grands mouvements de capitaux, a un impact aussi sur le prélèvement, le recouvrement en termes de prélèvement obligatoire et d'impôts? Je ne sais pas si Jacques, tu veux compléter par d'autres questions. Petite question complémentaire, merci. Merci à vous deux pour vos interventions. Et bon, merci pour le mapping macro à la fois d'organisation et de financement que vous avez fait, Monsieur Rigaudia, c'est intéressant. Une petite question pour Monsieur Falco aussi sur quel est le retour d'expérience qui a été fait sur les différents systèmes que vous proposez et qui ont été mis en place en fait en réalité dans les pays que vous avez ciblés. Est-ce que vous avez un retour, sachant qu'effectivement, si ça a été mis en place en Bulgarie, quand on connaît la situation de la fraude dans ce pays, soit ça a marché, et dans ces cas-là, ça doit se savoir, sinon, effectivement, la situation est très dégradée de ce point de vue dans ce pays. Concernant Jacques Rigaudia, c'est vrai qu'on a jusqu'à maintenant assez peu évoqué entre nous la question du travail dissimulé et de la fraude aux prestations sociales, qui semble un sujet, aux prélèvements sociaux, pardon, qui semble effectivement un sujet extrêmement important. Est-ce qu'on a, vous l'avez évoqué un petit peu je dirais par extension, est-ce qu'on a sur ce domaine précis, à travers les contrôles de l'inspection, une petite idée de la matérialité de ce que ça peut représenter au plan financier? Alors, plusieurs questions. La première question, il me semble, c'est de savoir vers quoi on veut se tourner. Est-ce qu'on veut se tourner vers maintenir le système actuel et donc intégrer une déclaration électronique des achats pour que les administrations aient en temps réel les données relatives aux facturations? Dans ce cas-là, il n'y aurait pas
un coût très très important, il y aurait juste une mise en conformité informatique qui devrait être mise en place pour les entreprises. Le problème avec ce système, c'est qu'il est limité à certaines fraudes à la TVA. Et notamment, le système qui était proposé dans la loi de finances pour 2017, c'était surtout pour lutter contre les fraudes carrousel. Or, pour les fraudes carrousel, il y a une autre difficulté, c'est qu'il est, par exemple, si on estime que c'est 15 milliards d'euros la fraude carrousel, il est illusoire d'espérer qu'on va rentrer dans les caisses de l'État 15 milliards d'euros si on met en place un système totalement étanche, puisque les fraudes carrousel sont mises en place par des réseaux criminels essentiellement. Et ce sont des réseaux criminels qui intègrent l'économie que pour frauder la TVA. Ça veut dire que si demain on arrive à mettre en place un système totalement étanche à la fraude, ils ne vont plus intégrer l'économie et bien sûr toutes les sommes qui circulent ne circuleront plus. Donc finalement, on va mettre en place des moyens pour des sommes qui ne vont pas rentrer pour la fraude carrousel, je parlais. Ensuite, pour la fausse facturation, pour les logiciels permissifs, etc., il y a des moyens possibles. Et là, bien sûr, les sommes vont rentrer. Mais pour la fraude carrousel en elle-même, ça sera compliqué, il me semble, d'avoir beaucoup de gains. Sur les retours d'expérience, notamment pour le paiement scindé, on a eu des retours qui ont été faits auprès de la Commission européenne pour le paiement scindé qui a été mis en place en Italie. Et les résultats étaient positifs. La seule difficulté qui était soulevée par la Commission européenne, c'était les délais de remboursement. Puisque si on met en place un tel système, les entreprises vont être, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais vont être, pour faire simple, en déficit de TVA. Il faudra que l'État rembourse finalement une partie de la TVA rapidement pour les entreprises, pour éviter qu'elles aient une trésorerie négative. Puisqu'en quelque sorte, elles paieront la TVA, mais la TVA ne rentrera pas, puisqu'elle sera directement versée à l'administration fiscale sur les ventes. C'est bon. Concernant les personnes que vous pouvez interroger sur ce point, il y a Mark Wolf, qui justement soutient dans toutes les revues scientifiques en droit fiscal ce système-là. Et c'est lui d'ailleurs qui l'a proposé, plus ou moins. Il y a aussi Jean-Claude Bouchard, qui est le spécialiste français de la TVA, et qui a également, il me semble, qui fait partie de tous les experts qui mettent en place en ce moment un nouveau système de TVA en Chine, il me semble. Même si en Chine, on est dans un modèle étatique un petit peu différent. Je crois qu'il intervient là-bas. Et je crois que c'est tout. Merci. Merci à vous, M. Rigodia, pour conclure. Oui, d'abord sur protéiforme, j'ai vraiment une conviction, mais puisque votre question se voulait provocante, je ne céderai pas à la provocation. Mais évidemment que face au redéploiement international, ce n'est pas la multiplication de services cloisonnés qui permettra de faire face. Je vous redis, moi j'ai vécu, puisque j'ai travaillé sur les jeux, nous avions à l'époque essayé de proposer une unification de l'autorité de régulation, ou plus exactement une extension du rôle de l'ARJEL à la régulation de l'ensemble des jeux, en ligne ou pas en ligne. Ça a été tout à fait impossible. Pour les mêmes raisons, je pense que vous pourriez demander à M. Joannico ce qu'il en pense, puisque c'était un de nos mentors sur ce sujet-là. Pour des raisons essentiellement de sociologie administrative entre l'intérieur et Bercy. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit en multipliant, encore une fois, les services et leur cloisonnement qu'on peut se redéployer efficacement face à une difficulté qui est maintenant totalement internationalisée et qui joue de façon, je dirais, instantanée. Par des clics, entre sur des sites qui sont localisés pour l'Argel, enfin pour les jeux en ligne, qui étaient localisés à Malte, en Malaisie, tout ça pour des matchs de deuxième division en France. Enfin, c'est totalement mondialisé. Donc le cloisonnement des services face à ça, c'est un facteur assuré d'inefficacité. Je prends cet exemple, mais je pense qu'on pourrait tout à fait les multiplier, et notamment sur
sur le travail légal. Monsieur le député, vous me posez une colle sur l'inspection du travail. Je ne vois pas très bien qui d'autre. Enfin, si, je vois qui d'autre éventuellement, mais de façon limitée, à part l'inspection du travail. Mais il faudrait peut-être que, si vous me laissez un petit peu de temps, que je dise à vos services si j'ai trouvé des référents. Mais je me demande si du côté de la chancellerie, en tous les cas, le TGI de Paris est compétent nationalement sur ces sujets-là, et donc connaît ces litiges. Est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient vous faire un point plus large sur ce qui se passe en la matière? Ça, je pense que c'est peut-être du côté de la chancellerie et ou du TGI de Paris que vous pourriez éventuellement trouver des référents. Bien. Merci à tous les deux. On a tenu le timing. Ça fait 1 heure parfaitement. Vraiment, encore une fois, vous remercier et puis vous préciser que après qu'on se quitte, n'hésitez surtout pas à nous transmettre des documents si vous voyez des choses qui peuvent nous être utiles suite à notre discussion. Vraiment, l'idée, c'est aussi que notre mission, elle va se construire, notre évaluation va se construire au fur et à mesure, notamment pour circonscrire le périmètre, puisque comme on voit avec les discussions qu'on vient d'avoir avec vous deux et les discussions que nous avons eues la semaine dernière avec un certain nombre d'ONG, que finalement, on pourrait passer peut-être même une vie entière sur le sujet, mais il va falloir qu'on soit un peu plus efficace que cela. Donc on compte aussi sur vous, les différentes personnes qu'on rencontre, pour nous aider à circonscrire le sujet et aller à l'essentiel. Voilà, encore merci. Je ne sais pas si, Jacques, tu veux dire un petit mot de conclusion. Petit mot de merci et d'adieu, ou de revoir plutôt. Deux petites remarques peut-être. Bon, la première, c'est que on a vraiment l'impression qu'il y a d'une part les enjeux d'organisation de l'État, les cloisonnements, etc. Et puis, il n'y a pas de petits sujets. C'est-à-dire, il y a aussi tous les petits sujets micros qui font que, effectivement, dans la vie quotidienne, les personnes affectées ne sont pas les bonnes personnes. Les outils dont ils disposent, que ce soit d'extraction de données, ne sont pas les bons outils. Les procédures auxquelles ils doivent faire face ne sont pas les bonnes procédures. Les formations, etc., les suivis. Donc, tous ces petits sujets, bien souvent, on sait très bien qu'ils peuvent être centraux, notamment dans des environnements de contrôle et de gestion de process. Donc, ayons ça en tête dans vos réflexions. Si vous pensez qu'il y a aussi au niveau opérationnel des endroits ou des acteurs qui ont témoigné d'être victimes d'un environnement qui ne conduit pas à la performance, pour dire les choses simplement, là aussi ça peut nous intéresser parce qu'on ira sur le terrain, mais après on va devoir discuter avec nos administrateurs, probablement pas en centrale, parce qu'effectivement visiter des bureaux, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais là où les gens effectivement vivent la réalité du contrôle et sa difficulté. Merci beaucoup. Verrou de Bercy et CGIP. Je l'ai mis en liminaire en disant est-ce que c'est de la je suis banque ceci, cela, je fais un chèque de 300 millions d'euros. Mes dirigeants sont responsables mais pas coupables. Donc il n'y a pas de poursuite possible. Le parquet, qui aura donc maintenant de plus en plus de saisines, dessaisit complètement le juge du siège. Je veux dire, c'est une conception de la justice que je demande à voir. C'est-à-dire que le juge du siège, concrètement, moi je peux vous dire, je m'en racontais, ça se passe en une demi-heure à la bibliothèque du TGI. Et le juge du siège est un juge homologateur. Vous êtes d'accord pour signer ce machin-là? Vous êtes d'accord? Oui, non, point. Voilà. 300 millions d'euros, une affaire lourde, plus la deuxième qui a été signée depuis, je ne sais plus quelle autre banque. Il n'y a pas de responsable. Voilà. Je pense que par rapport au sujet initial que j'évoquais... On me dit que l'homologation n'a pas eu lieu, en l'occurrence, pour UBS. Il n'y a pas eu lieu? Bon. C'est pas ce que dit le PNF, mais bon. Bon, on verra dans la suite, mais clairement... Mais en tous les cas, ce qui compte, c'est la procédure en la matière. Ce qui compte, c'est le sujet en la matière. C'est-à-dire que Verrou de Bercy donne la main, c'est très bien, plus de 100 000, avec ou sans critères, je ne sais plus où en est le vote de la loi, mais c'est le parquet qui reste maître des suites. C'est pas pour autant... Donc, on lève partiellement, très largement, le verrou de Bercy. C'est pas pour autant que c'est la justice. C'est le parquet. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on pense que la justice est rendue au nom du peuple français dans des audiences publiques et contradictoires avec oralité des débats,
la CGIP et d'une certaine façon la CRPC, le plaidé coupable, sont des choses qu'il faudrait peut-être regarder de près, sur lesquelles on pourrait peut-être éventuellement revenir. Merci. Bien, merci à tous les deux. Au revoir.